Je suis extrêmement inquiet au sujet des gens qui disent que Poutine bluffe. Il ne bluffe pas. Il n'y a pas de bluff chez cet homme. Si vous passez du temps à écouter ce qu'il dit et à observer ce qu'il a fait, il a fait un travail remarquable en faisant passer la Russie d'un état de complète déliquescence à un état qui est maintenant un concurrent majeur pour une superpuissance. Eh bien, nous avons un très bon président au MIT en ce moment. Mais avant ce nouveau président, ces gars étaient des criminels. Et je veux dire des criminels. Ils ont menti au Congrès. Ils ont menti à toutes sortes de membres du public et au Congrès et aux décideurs du département de la Défense. Tout cela pour obtenir de l'argent pour leur institution. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le Dr Theodore Postol avec moi. Ted Postol est professeur émérite de sciences, technologie et politique de sécurité nationale au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Son expertise porte sur les systèmes d'armes nucléaires, y compris la guerre sous-marine, les applications des armes nucléaires et les missiles balistiques. Le professeur Postol est également contributeur au Bulletin of the Atomic Scientists, qui publie depuis longtemps sur les dangers de la guerre nucléaire et leur opposition à la prolifération nucléaire. Dr Postol, Ted, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. C'est un grand plaisir d'être ici. J'ai regardé beaucoup de vos podcasts et j'ai beaucoup appris d'eux. Eh bien, merci beaucoup pour cela. Je vous ai découvert seulement récemment, mais j'ai immédiatement pensé, en vous voyant dans une autre émission, que je devais vous inviter ici, parce que vous êtes l'un de ces universitaires qui font des recherches très critiques, pouvant être utilisées pour le bien et pour le mal, et qui prennent ensuite également la responsabilité des résultats de leurs parcours intellectuels. Pourriez-vous peut-être d'abord parler un peu de pourquoi vous faites les recherches que vous faites et pourquoi vous êtes engagé avec le Bulletin des scientifiques atomiques? Eh bien, tout au long de ma vie, j'ai franchement été préoccupé par la violence. Il m'est difficile de savoir exactement quand cela s'est orienté vers la violence internationale, mais c'est certainement un intérêt ou une préoccupation qui m'habite depuis très longtemps, certainement en tant que jeune adulte. Lorsque je suis arrivé pour la première fois au MIT en tant qu'étudiant de premier cycle, j'étais essentiellement totalement concentré sur l'apprentissage de mes outils professionnels de base et le développement d'une compréhension de la physique, domaine dans lequel j'ai été formé. En m'impliquant davantage au MIT, à la fois en tant qu'étudiant de premier cycle et de deuxième cycle, j'ai découvert que de nombreux membres du corps professoral avaient participé au projet Manhattan, le projet où la bombe atomique a été construite. À cette époque, ces grands hommes et femmes faisaient encore partie du corps professoral actif, et plusieurs d'entre eux organisaient des séminaires qu'ils commençaient avec les étudiants, vous savez, parce qu'ils étaient engagés à aider la prochaine génération à comprendre les enjeux. Grâce à mon expérience dans ces séminaires, qui étaient autant personnels qu'intellectuels, j'ai commencé à m'inquiéter de plus en plus du problème des armes nucléaires. Je veux dire, il y a eu un incident particulier dont je me souviens dans l'un des séminaires. Pas tellement un incident, mais l'un des membres du séminaire était un physicien très accompli et brillant. Il s'appelait Philip Morrison. Et son domaine scientifique était en gros, il s'intéressait aux étoiles, où toutes ces réactions thermonucléaires, se produisent. Il a raconté une histoire personnelle lors du séminaire qui a vraiment attiré mon attention
Il a parlé de son arrivée à la gare de Hiroshima après l'attaque. Il faisait partie des personnes envoyées pour évaluer les conséquences de l'attaque. Il a été surpris, peut-être qu'un mot plus approprié serait choqué, en voyant des corps étendus dans une zone où les motifs des vêtements qu'ils portaient avaient été brûlés dans leur peau. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était surprenant. How surprising it was. I mean, at that point, I knew a little bit about weapons effects because I took it on myself. À ce moment-là, je connaissais un peu les effets des armes, parce que j'avais pris sur moi d'apprendre à leur sujet. J'étais un peu surpris, simplement parce que j'étais surpris qu'ils ne s'attendent pas à voir cela. La bombe atomique, qui n'était pas une arme thermonucléaire, génère des températures extrêmement élevées, des températures comparables à celles de l'intérieur du Soleil, du moins pendant un très court intervalle de temps dans la boule de feu. C'est un volume de gaz atmosphérique qui est surchauffé en une boule de gaz extrêmement chaude. Et puis elle s'étend violemment vers l'extérieur parce qu'il fait très chaud à l'intérieur. Donc parce qu'il fait chaud à l'intérieur, sa pression est très élevée par rapport à l'extérieur. Ainsi, il s'étend comme une bulle sous l'eau jusqu'à atteindre une taille où la pression à l'intérieur de la boule de feu est égale à la pression de l'atmosphère. Et vous obtenez cette chose appelée une boule de feu, une boule d'air extrêmement chaud. Lorsqu'elle atteint ce point où elle est à sa taille maximale, elle est encore environ 2000 degrés Celsius plus chaude que la surface du Soleil. Cela se produit, vous savez, dans certains cas à des centaines de mètres, kilomètres ou milles de distance. Quelque chose d'aussi chaud rayonne une quantité énorme de lumière et de chaleur. Ce qui se passe, c'est que si vous portez un vêtement, comme, disons, cette chemise, les parties sombres de la chemise auront tendance à absorber la lumière de la boule de feu, tandis que les parties claires de la chemise la reflèteront. Et si vous êtes à certaines distances, le motif de la brûlure, parce que certains matériaux absorbent et prennent feu ou fondent s'il s'agit d'un matériau artificiel, et d'autres matériaux réfléchissent donc ne chauffent pas autant, cela brûlera le motif sur votre peau. Ou si le matériau est translucide, ce qui s'est produit dans de nombreux cas parce que les gens portaient des vêtements légers, c'était l'été, alors le motif du matériau sera brûlé à travers le matériau sur leur peau. Et bien sûr, c'est une chose horrifiante à voir. Bien sûr, sans aucun doute. Je veux dire, quand je donne des conférences sur les effets des armes nucléaires, je décris cela parce que je pense qu'il est important que cela ne soit pas abstrait. Je n'essaie pas, vous savez, je ne montre pas photo après photo après photo, mais je montre aux gens à quoi cela ressemble, parce que je veux qu'ils comprennent que c'est une réalité. C'est réel. Et si ces choses sont utilisées en grand nombre, il y aura beaucoup de ce phénomène qui s'exprimera dans toutes sortes d'environnements. Et ce que j'ai trouvé quelque peu surprenant, c'était un homme qui avait manifestement souffert de profondes inquiétudes concernant les armes nucléaires, de par son expérience personnelle dans le projet Manhattan, et qui était dans un séminaire avec moi des décennies plus tard. Vous savez, un jeune homme qui, vous savez, ne savait rien. Et il parle d'être surpris de voir ce genre de blessures horrifiantes sur les cadavres des personnes tuées à Hiroshima. Et je me suis dit, mon Dieu, cet homme étudie les étoiles, n'est-ce pas? Il étudie le soleil et toutes sortes d'autres étoiles dans notre univers. Et il n'était pas préparé à voir ce phénomène qui aurait dû être attendu d'une certaine manière. Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que ces armes sont différentes de tout ce que, même des personnes très bien éduquées qui ont travaillé dessus, comprenaient dès le début. Et elles sont toujours différentes. Elles ne sont toujours pas bien comprises à bien des égards.
Nous entendons parfois, ou souvent de nos jours, la comparaison des bombes traditionnelles en mégatonnes et de l'impact qu'elles ont par rapport à l'impact en mégatonnes des bombes à Hiroshima et Nagasaki. Et ce que vous dites, c'est que c'est une comparaison stupide. C'est faux. It's wrong. Well, I don't know if it's stupid, but it's wrong. Eh bien, je ne sais pas si c'est stupide, mais c'est faux. C'est basé sur la compréhension conventionnelle des gens de ce qu'ils pensent qu'un engin explosif fait. Un engin explosif typique, vous savez, les explosifs chimiques peuvent atteindre une température d'environ 5000 degrés Kelvin, ce qui est assez chaud. Il s'étend rapidement. Mais c'est pas, vous savez, si vous regardez à l'horizon la nuit, par exemple, quand il y a des pièces d'artillerie ou des bombes qui explosent, vous pouvez parfois voir un éclair bleu dans le ciel nocturne. C'est souvent rouge aussi. Et cet éclair bleu est l'éclair du front explosif en détonation, qui est très chaud, 5000 degrés. Donc c'est bleu. C'est proche du bleu, mais ensuite cela devient rapidement rouge, et vous avez cette boule d'air chaud en expansion qui presse contre l'air environnant jusqu'à ce que sa pression soit égale à celle de l'air environnant. Ensuite, une onde de choc est produite par la compression rapide de l'air entourant l'explosion, et elle se propage d'elle-même. Maintenant, une arme nucléaire crée également une onde de choc d'une manière quelque peu similaire. Mais l'onde de choc est beaucoup moins destructrice et dangereuse que l'éclair de lumière qui provient de l'explosion nucléaire, car les températures qui génèrent la boule de feu commencent à des dizaines de millions de degrés, et non à 5000 degrés Kelvin. La lumière et la chaleur génèrent des incendies à grande distance. Par exemple, à Hiroshima, à une distance d'environ 1 mille de l'incendie réel, en dehors des personnes qui ont eu la malchance d'être dans la ligne de mire de la boule de feu, des incendies ont été déclenchés partout et toute la ville a brûlé dans une tempête de feu. La tempête de feu était quelque peu moins intense qu'une tempête de feu qui s'est produite à Dresde, parce que l'intensité de la tempête de feu, une fois qu'elle est déclenchée, est indépendante de la manière dont elle a été initiée, que ce soit par des allumettes ou des explosions nucléaires. La densité de matériaux combustibles au sol, la quantité par unité de surface de matériaux combustibles, était plus faible que dans d'autres villes comme Hambourg et Dresde. Cependant, la tempête de feu était très intense et a tué un nombre énorme de personnes. La même chose s'est produite à Nagasaki. Donc c'était, je veux dire, je vis dans le pays où cela s'est produit, n'est-ce pas? Je suis au Japon maintenant, et les Japonais s'en souviennent très profondément. C'est aussi là que vous avez ce ressentiment très profond, non pas contre les Américains, mais contre les armes nucléaires. Une peur et un ressentiment très très profond envers ce type de souffrance. C'est approprié. Oui. Vous étiez alors engagé avec le Bulletin of the Atomic Scientists. Que cherchiez-vous à faire? Et l'histoire que vous avez racontée, je suppose, date du début des années 70. Oui, cela aurait été dans les années 70, c'est ça. Et le Bulletin of the Atomic Scientists, je pense, existe depuis les années 60. Exactement. Quelle est la motivation des physiciens d'aujourd'hui qui s'engagent dans cette recherche, dans la recherche qui peut produire ce genre de résultats? Ça varie. Je veux dire, j'ai écrit régulièrement pour le Bulletin of the Atomic Scientists pendant environ 40 ans. J'ai écrit un très grand nombre d'articles qui ont été mis en avant sur la première page du journal parce qu'ils étaient considérés comme importants et novateurs. Donc, mes articles étaient bien reconnus par le bulletin. Mais il y a quelques années, j'ai décidé de ne plus écrire pour le bulletin. C'était parce que l'éditeur là-bas m'avait promis qu'il ferait évaluer un article que j'avais écrit, dont je savais qu'il n'était pas à l'aise,
pour sa précision technique, parce qu'il n'avait pas les compétences techniques pour comprendre sa précision. Et la raison pour laquelle je voulais que ce soit arbitré, c'est parce que je savais qu'il était mal à l'aise avec ça. Il y avait un article sur les allégations selon lesquelles il y avait eu une attaque à l'agent neurotoxique à Damas et que cette attaque avait été exécutée par le gouvernement syrien. J'avais découvert à travers mes recherches que les preuves indiquaient une attaque indigène, que l'attaque à l'agent neurotoxique avait presque certainement été menée par des rebelles contre d'autres personnes innocentes dans des territoires contrôlés par les rebelles pour mettre en place une attaque sous faux drapeau qui attirerait ensuite les États-Unis dans le conflit syrien. J'ai publié des choses en dehors du bulletin, mais de toute façon, ce n'est toujours pas le... Je vais être un peu incorrect ici. J'appelle cela de la rhétorique politique. Et je vais expliquer ce que j'entends par rhétorique politique dans un petit moment. Il s'est avéré qu'après avoir écrit l'article, il ne l'avait pas fait correctement réviser. Il m'a dit qu'il avait été rejeté. Je sais ce que je fais. Je suis probablement la personne la plus techniquement mature qui ait écrit pour le bulletin pendant la période où j'écrivais. J'ai fait beaucoup de travaux techniques très avancés. Mes articles étaient construits de manière journalistique pour que les non-experts puissent les lire, mais il y avait beaucoup de choses derrière tout ce que j'écrivais. Donc cela ne me semblait pas correct. Quand je l'ai pressé, il s'est avéré qu'il n'avait pas fait réviser les articles. Il a d'abord affirmé que... Donc je voulais voir les rapports des arbitres parce que j'ai dit... Vous savez, vous demandez un arbitre. L'arbitre rédige un rapport, puis l'auteur répond au rapport. L'arbitre peut souvent dire que l'article est bon, mais il peut avoir des suggestions sur la façon d'améliorer l'article. J'étais donc intéressé à les voir. Eh bien, il n'a pas pu produire les rapports des arbitres. Puis il a affirmé que les rapports des arbitres étaient en quelque sorte secrets. Eh bien, j'ai dit, vous ne pouvez pas avoir des rapports d'arbitres qui sont secrets. Le but du rapport d'arbitre est d'expliquer à l'auteur comment un article peut être amélioré, pourquoi un article ne devrait pas être publié ou pourquoi il est inexact. C'est tout l'objectif du processus d'arbitrage. Et il ne savait pas quoi dire. Alors je l'ai pris en flagrant délit de mensonge. Puis il a commencé à m'insulter. Alors j'ai dit, d'accord, si ce sont les normes scientifiques que le bulletin accepte, comptez-moi hors jeu. Je n'écris plus pour le bulletin. Vous avez une compréhension très idéaliste de ce qu'est le bulletin aujourd'hui. D'ailleurs, il y a 40 ans, ce n'était pas comme ça. J'ai traversé 40 ans du bulletin et j'y ai publié abondamment. Aujourd'hui, c'est un journal avec des gens qui se voient comme des bienfaiteurs libéraux, ce qui est bien, je le suis aussi. Mais ils n'ont pas de respect pour la science qu'ils prétendent avoir. Par exemple, vous pouvez trouver des articles sur le changement climatique dans le bulletin, qui sont des absurdités complètes. Il n'y a aucune science derrière tout ça. Et j'ai en fait eu une confrontation avec l'éditeur. Il y avait une tension entre moi et cet éditeur depuis quelques années avant que cet événement ne se produise, parce que j'avais dit, vous savez, vous publiez des articles. Ces articles n'ont aucune valeur scientifique. Si vous voulez publier quelque chose sur le changement climatique, très bien. Faites-le évaluer pour qu'il ait une valeur technique. Et bien sûr, il a cette idée religieuse de la destruction de la Terre, ce qui, vous savez, est une préoccupation pour nous tous. Nous sommes tous inquiets de ces phénomènes, mais il n'est pas intéressé à faire le travail difficile pour comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et j'ai dit, eh bien, si le reste du bulletin, vous savez, ils ont un comité consultatif scientifique.
J'essayais de communiquer avec le comité consultatif scientifique, et vous savez, vous recevez ces réponses désinvoltes de la part du gars qui était à sa tête à l'époque, un gars qui est ensuite devenu président de l'American Physical Society. Ce type est un total imposteur. Il ne fait aucun travail. Il n'y a absolument aucune science derrière lui. Donc, je dois vraiment dire que je sens que l'organisation a été prise en charge par un groupe de personnes qui veulent bien faire et qui font parfois bien, mais ils ne sont pas prudents. C'est pas un journal que je dirais qu'il vaut la peine de suivre si vous êtes suffisamment sophistiqué pour comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est essentiellement ça. Allez-y. Je suis désolé. Désolé. Je veux juste dire que vous mettez le doigt sur un problème très important ici que je ne m'attendais pas à aborder. Mais c'est vraiment important de le souligner parce que le monde académique et la publication de connaissances dans le milieu académique subissent actuellement un sort similaire, du moins dans nos hémisphères, comme en Europe et aux États-Unis, à celui du journalisme en général. Il y a des personnes bien intentionnées dont les sentiments moraux dominants tendent à réprimer une enquête honnête sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et nous l'avons vu avec la guerre en Ukraine, avec les reportages à ce sujet. Nous l'avons vu dans de nombreux cas différents. Nous le voyons dans la façon dont certaines parties des médias ressentent le besoin de présenter le génocide à Gaza, d'une certaine manière, ou non. Et cela se répercute actuellement sur le monde académique. Et je suis assez choqué de savoir que le Bulletin of Atomic Scientists est en fait... Eh bien, ce n'est pas tout. Well, it's not the whole thing. I mean, there are people who are responsible among them, but nobody's willing. Je veux dire, il y a des gens responsables parmi eux, mais personne n'est prêt à se lever et à faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de courage. C'est un autre problème. Vous avez des gens qui, quand ils savent mieux, ou devraient savoir mieux, ne montrent ni courage, ni jugement. Donc, vous savez, je me suis retrouvé maintenant, vous savez, il y a eu un grand scandale, vous savez, dans les cercles académiques, qui s'en soucie. Mais j'ai publié un article dans une revue appelée Science and Global Security de l'Université de Princeton. J'ai été membre du comité de rédaction de Science and Global Security pendant 30 ans, depuis le début de la revue. 3 des rédacteurs de cette revue sont d'anciens étudiants à moi, donc j'ai encadré ces 3 gars. J'ai eu beaucoup de mal avec l'article parce qu'ils étaient très préoccupés. C'était politiquement incorrect. Cela concernait un autre événement en Syrie où il était allégué qu'il y avait eu une attaque à l'agent neurotoxique dans une petite ville appelée Khan Sheikhoun, ce qui bien sûr a conduit l'administration Trump à tirer des missiles de croisière sur Damas en guise de punition. Les preuves montraient sans ambiguïté que l'attaque à l'agent neurotoxique n'avait pas eu lieu. L'explication de l'attaque à l'agent neurotoxique était simplement fausse, et nous pouvions le démontrer. Nous avons fait des calculs informatiques pour montrer qu'un cratère, qu'il disait être la source d'une libération d'agents neurotoxiques, n'aurait pu être produit que par un dispositif explosif, essentiellement une roquette. Il y avait une ogive de fusée qui avait touché le sol. Et nous avons fait un calcul informatique, un calcul sur superordinateur, et nous avons déterminé la forme et les dimensions exactes de ce cratère. C'était un calcul très sophistiqué que nous avons fait. Et bien sûr, à cette époque, il y avait ce type, il s'appelle Higgins. Il était de cette organisation appelée Bellingcat, vous savez. C'était un gars, il ne savait rien. Il apparaît, tous les autres, je ne sais pas de première main, mais beaucoup de gens qui l'enquêtaient, vous savez, il était financé par l'Atlantic Council, qui n'est pas une organisation indépendante. Et il y avait des indications que le MI6 était impliqué dans son financement. Et il ne savait rien.
Je veux dire, il n'avait littéralement aucune connaissance technique. Mon collègue et moi avons essayé de dialoguer avec lui, vous savez, comme des érudits. Je n'essaie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'essaie de comprendre quelle est la vérité. Si je me trompe, j'apprends quelque chose et je corrige ce que je dis. Alors ce type courait partout en menant une campagne contre moi. Un autre ancien étudiant à moi, qui est à l'université George Mason, se met en tête que j'ai littéralement perdu la raison. Alors, il fait circuler des lettres dans mon dos aux gens de la communauté disant que j'ai perdu la raison et que j'ai produit cet article qui n'a aucune valeur. Et bien qu'il ne sache rien lui-même, ce type ne sait rien. Et que se passe-t-il? Ces trois anciens étudiants à moi reçoivent des copies de cette lettre. Maintenant, si je reçois une lettre disant que Pascal est ceci ou cela, et vous savez toutes sortes de choses terribles à son sujet, que je vous connaisse ou non, la première chose que je fais, c'est de vous envoyer cette lettre, parce que je dis, si vous n'avez pas vu cette lettre, si ce n'est pas une lettre publique à laquelle vous avez la chance de répondre et qu'elle est diffusée dans votre dos, vous avez le droit d'en être informé. Je ne participe pas à poignarder les gens dans le dos. Eh bien, il s'avère que mes trois anciens étudiants étaient au courant de cette lettre. Ils en avaient apparemment discuté, et sur la base de leur discussion, ils ont décidé de ne pas publier l'article, qui était déjà en épreuve. Il allait être publié dans une semaine ou deux. Ils ont décidé de retirer la publication de l'article sans me dire pourquoi. J'ai découvert ce qui s'était passé par un collègue, et je les ai confrontés à ce sujet. Et ils ont en quelque sorte dit, eh bien, vous savez, nous faisons de notre mieux. Mais c'est une calomnie courante. C'est juste une façon si simple de calomnier les gens dans leur dos. Eh bien, j'ai écrit à la directrice de l'école Wilson, et elle m'a répondu avec des absurdités sur, eh bien, vous savez, la liberté académique, des bêtises, vous savez. Je veux dire, les universitaires ont la capacité de transformer n'importe quel comportement absolument contraire à l'éthique en quelque chose qui a à voir avec la liberté d'expression. Il n'y a personne qui soit plus défenseur de la liberté d'expression que moi. J'ai risqué ma carrière très tôt dans ma carrière en luttant contre le gouvernement américain lorsqu'il a accusé une publication de divulguer le secret de la bombe à hydrogène. J'étais membre du personnel du laboratoire du département de l'énergie et j'ai rédigé un affidavit qui a joué un rôle important dans la destruction du dossier du gouvernement contre ce magazine. Et ils sont venus après moi par la suite. Ils ont essayé de me faire virer du laboratoire, le gouvernement. Alors, personne ne va me dire que je n'étais pas titulaire à ce moment-là. J'étais pas membre titulaire d'une faculté au MIT. J'étais membre du personnel au laboratoire national d'Argonne. Ne me dites pas que vous êtes titulaire et protégé. Quand je n'étais pas protégé, j'ai fait ce que je pensais être juste. Et ici, ces trois étudiants à moi, ils disent, « Eh bien, vous savez, nous essayons de faire de notre mieux. » Et mon attitude était, « Vous n'avez pas fait de votre mieux parce que, tout d'abord, que vous croyez ou non ce qui était dans cela, vous savez, l'un d'eux a dit, « Eh bien, nous n'y croyons pas. » Que voulez-vous dire par « vous n'y croyez pas » ? Vous l'aviez, vous l'avez examiné, vous en avez discuté. Cela semblait faire partie du processus d'arbitrage, parce que sur la base de vos discussions, vous avez décidé de retirer la publication de l'article. Alors j'ai démissionné du conseil. Je veux dire, j'étais au conseil presque plus longtemps que ces personnes n'étaient en vie. Mais je n'allais pas le faire. Et bien sûr, ils m'ont écrit des lettres me suppliant de revenir. Et j'ai dit non. Je ne vais pas faire partie d'une organisation qui prétend être une organisation académique sérieuse et indépendante, basée sur des normes savantes, et continuer dans ce rôle en faisant croire que rien ne s'est passé ici.
C'était de la diffamation pure et simple. Vous ont-ils présenté leurs excuses? Non, ils se sont jamais excusés. Ils ont juste, ils ont dit qu'ils étaient désolés. Mais vous savez, ils n'ont jamais dit que nous avions tort. Jamais dit que nous avions tort. Ils ont maintenu leur décision, ce qui était bien. S'ils veulent maintenir leur décision, je dois maintenir la mienne. Je ne vais pas faire partie de... Vous savez? Et comment puis-je considérer ces étudiants comme des amis et des collègues? Ils ne sont certainement pas des amis. Aucun ami ne ferait ça. Comme je l'ai dit, si je ne vous connaissais pas du tout, si je ne connaissais que votre adresse et que je recevais une lettre de ce genre, je vous l'enverrais. Je dirais ce n'est pas correct. C'est de la diffamation, comme vous dites, calomnie. C'est ce à quoi j'ai été soumis. Je ne veux pas pleurer, vous savez, parce que je suis un grand garçon. Je suis capable de faire face aux choses. Mais c'est le genre d'environnement que les soi-disant libéraux ont produit. Et si vous voulez, je pense que c'est pourquoi les démocrates ont perdu cette élection face à Trump. Je pense que nous pouvons le relier au même genre de mentalité. C'est un énorme problème, vous savez, parce que la fiction est que l'Occident libéral a ses normes et que ces normes l'emportent sur toute opinion personnelle des gens. Et vous avez une presse libre qui publiera tout ce qui est vrai et tiendra tête au pouvoir. Et vous avez le monde académique qui, vous savez, fait confiance à la science. La science est absolue, elle est infaillible, ce qui est une idée stupide au départ, n'est-ce pas? Mais elle est aussi objective, et il suffit de comprendre. Et puis la société fonctionnera comme une machine. Et ce qui se passe actuellement, par les mêmes personnes qui prêchent cela, c'est qu'elles font exactement le contraire d'une manière très désagréable, qui devient maintenant si transparente que beaucoup de gens en deviennent très désillusionnés. Eh bien, ils devraient en être fortement désillusionnés. Tisteman, La communauté, tout d'abord, j'ai un autre ami, en fait un ami de mes années de premier cycle. Et il vient sans cesse me voir et il me dit « Peux-tu m'aider à parler à un tel pour lever des fonds ?» Parce que je pense que les scientifiques ne sont pas écoutés. Et je lui dis à chaque fois que je me lance dans un... Je veux dire, c'est une personne très gentille, il veut vraiment faire ce qu'il faut. Mais je lui dis, tu sais, la communauté scientifique est remplie de gens qui ont leurs propres agendas, et les normes éthiques dans la communauté scientifique ne sont pas ce que tu penses. Les gens diront toutes sortes de choses qu'ils pensent pouvoir dire sans faire de vrai travail. J'ai rencontré cela tout au long de ma carrière, depuis les tout premiers jours. Je veux dire, que ce soit lorsque je promouvais la libre distribution d'informations sur les armes thermonucléaires, et que le gouvernement est intervenu en disant que le secret de la bombe à hydrogène était divulgué par cet article pathétique et non sérieux, le gouvernement essayait d'établir un précédent pour la censure préalable des publications. C'est ce qu'il faisait, en gros. Cela n'avait rien à voir avec les secrets nucléaires. Les secrets nucléaires étaient publiés ailleurs, comme je l'ai montré dans mon affidavit au gouvernement, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'affaire. Mais bien sûr, j'ai été attaqué lorsque j'ai soumis cet affidavit, parce que je me préoccupais de protéger le premier amendement, le droit à la liberté d'expression. Mais au lieu de cela, j'ai été attaqué pour ne pas m'inquiéter de la sécurité nationale. Alors qu'en fait, mon point de vue était que l'information n'était pas classifiée, enfin je ne pouvais pas dire qu'elle était classifiée. À ce moment-là, je n'avais pas d'habilitation. J'ai eu des habilitations plus tard. Mais à ce moment-là, je n'avais jamais travaillé sur des informations classifiées. Mais ma position était simple. Cette information est déjà disponible pour quiconque a la formation technique et l'intérêt pour la trouver.
So how can this be Alors comment cela peut-il être une publication qui la rend simplement disponible à une communauté non experte, les personnes qui ne peuvent pas exploiter l'information? Si vous êtes un non-expert, comment pouvez-vous exploiter cette information? Si vous êtes un véritable expert et que vous avez un programme d'armement et un État-nation derrière vous, bien sûr ce serait une information critique, mais cela est déjà connu. Alors, comment cela constitue-t-il une menace pour la sécurité nationale? Et j'ai été attaqué, vous savez, de partout pour ne pas m'inquiéter de la sécurité de notre nation. C'est incroyable. Tous ces libéraux, vous savez, se voient comme des libéraux. Hannah Arendt, the German philosopher. Hannah Arendt, la philosophe allemande qui a ensuite passé une grande partie de sa vie aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, a dit un jour que la sécurité nationale était essentiellement la raison d'être, la raison pour laquelle les États-Unis conceptualisent leur propre existence, n'est-ce pas? Donc cela prime sur tout, y compris le premier amendement. Et nous voyons cela même à la Chambre, lorsque ces auditions au Sénat ont lieu. Je veux dire, quand la CIA ne veut pas répondre à une question, elle dit simplement que la sécurité nationale prime sur votre droit de demander une surveillance. Et tout le monde s'enfuit. Personne ne les presse, personne ne les défie. Cela doit être secret. Ils prennent le droit, avec cette seule phrase, avec ces mots, de réellement contourner tout type de surveillance. Mais pouvons-nous peut-être, pour la dernière partie de cette interview, aborder vos opinions sur la structure du système de sécurité aujourd'hui, en ce qui concerne les systèmes d'armes que nous avons? Nous avons un traité de non-prolifération qui dit que 5 États dotés de l'arme nucléaire. C'est bien. Vous pouvez avoir cela. La Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni, essentiellement les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous connaissons 4 autres qui les possèdent, ce qui inclut la Corée du Nord, le Pakistan, l'Inde et Israël, bien sûr, et potentiellement l'Afrique du Sud, bien que ce ne soit plus le cas. Certains d'entre eux y ont renoncé. Maintenant, cette menace neutre avec les armes nucléaires, pensez-vous que cela déstabilise ou nous aide réellement à ne pas nous pulvériser les uns les autres? Comment voyez-vous l'ensemble de... Eh bien, cela dépend des circonstances. C'est les deux, je pense, dans un certain sens. En fin de compte, je veux dire, John Mearsheimer, pour qui je n'ai que du respect sans réserve, juste pour être clair, à un moment donné, John disait, je ne sais pas s'il le dirait encore, soit dit en passant, mais à un moment donné, John faisait valoir que tout le monde devrait avoir des armes nucléaires parce que cela arrêterait les guerres, vous savez, parce que les gens ne les utiliseraient pas. Mon inquiétude à propos de cet argument, mon désaccord avec lui dès le début, était que le problème est que vous supposez des acteurs rationnels dans chaque cas et des acteurs rationnels qui ont également des informations complètes. Et il est très facile de se retrouver dans une situation où même si vous êtes un acteur rationnel, vous n'avez pas les bonnes informations, ou vous avez des informations trompeuses. Et cela pourrait conduire à l'utilisation d'armes nucléaires et à une escalade non désirée. Donc le fait que tout le monde ait des armes nucléaires ne conduit pas nécessairement à un monde plus sûr. En ce sens, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas attribuer cela à John, car il pourrait être d'accord avec ce que je dis, mais je ne crois pas que le monde soit un endroit plus sûr avec tout le monde possédant des armes nucléaires. D'un autre côté, le fait que les États-Unis et la Russie aient tous deux de très grands arsenaux nucléaires a probablement empêché cette guerre en Ukraine de s'intensifier en une guerre générale. Probablement. Les deux parties ont été très prudentes à ce sujet. Je suis extrêmement inquiet des gens qui disent que Poutine bluffe. Il ne bluffe pas. Il n'y a pas de bluff chez cet homme. C'est un stratège très réfléchi. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer.
Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec sa façon de traiter les adversaires politiques en Russie. Mais Poutine, il n'y a aucun doute, si vous passez du temps à écouter ce qu'il dit et à observer ce qu'il a fait un travail remarquable en faisant passer la Russie d'un état de complète déliquescence à un état qui est maintenant un concurrent majeur pour une superpuissance. Et vous ne pouvez pas le rejeter simplement en le regardant et en voyant comment il a mené ses affaires depuis 1989 ou 2000. Cet homme ne bluffe pas. Il sait ce qu'il fait. Il est très compétent. Et quand il dit que nous devrions tous être inquiets que les armes nucléaires pourraient être engagées, il le pense vraiment. Et les gens qui disent simplement, « Eh bien, vous savez, la guerre nucléaire n'est pas si grave, blablabla. Bla bla. » Je trouve cela extrêmement troublant. Je veux dire, une partie de la raison pour laquelle je me suis impliqué dans les discussions sur Internet, c'est que je me sentais tellement inquiet à ce sujet. J'ai commencé à écrire des lettres aux gens, et vous savez, par une série d'accidents, les gens ont commencé à me demander de donner des conférences. Mais l'un de mes principaux objectifs était de faire peur aux gens avec la vérité, et non de les effrayer avec des affirmations excessives, mais avec la vérité. Je pense juste que les gens prennent cela trop à la légère. Je vous suis très reconnaissant de l'avoir fait, car mon analyse mène au même point. Cet échec d'analyse du véritable danger dans lequel nous nous trouvons et le fait de minimiser un État doté d'armes nucléaires, tout en battant le tambour d'une guerre supplémentaire, en disant que tout ce que nous devons faire est de tirer plus de roquettes à l'intérieur de la Russie pour faire s'effondrer le système. C'est le summum de l'irresponsabilité. Et cela doit au moins être discuté. Si c'est ce qui nous tue, je veux au moins en discuter. Eh bien, je pense que la communauté académique, dans l'ensemble, a des exceptions. Bien sûr, comme John Mearsheimer, il est un produit du monde académique. C'est juste un grand érudit. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand je regarde, disons, ce type, Mike McFaul, je le vois, vous savez, actuellement, je suis pas à... Vous pensez que je suis à Boston, mais je suis en fait en Californie. Ma femme et moi avons une deuxième maison. J'étais à Stanford avant d'aller au MIT, donc nous avons gardé notre place. Et donc nous partageons notre temps entre Palo Alto et Boston. Et vous savez, donc je vois ce type, Mike McFaul, au Centre pour la sécurité internationale qu'ils ont ici à Stanford. Et il n'a aucune connaissance de quelque sorte que ce soit. Il parle juste. J'ai eu une discussion avec lui en janvier de cette année. Avdiivka était en train d'être encerclé par les Russes dans cette attaque horrifiante que les Russes mènent comme une guerre pour leur survie, selon eux. C'est donc un massacre effroyable de personnes de tous côtés. Et ce type organise un séminaire et il ne sait pas que cela se passe. Il ne sait pas que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Alors je lui ai dit, « Comment pouvez-vous ne pas savoir cela ?» Il dit, « Quoi? Vous attendez-vous à ce que je sache tout? De quoi parlez-vous? Vous êtes censé être un érudit. Vous passez à la télévision pour défendre cette guerre. Et vous ne savez pas que des gens meurent et ce qui se passe dans la guerre. » Il dit, « Eh bien, vous savez, c'était la meilleure chose de toutes. » Il dit, « Eh bien, pour moi, vous savez, je veux vraiment me débarrasser de Poutine. » Alors j'ai dit, « Mike, comment vas-tu faire ça? Je veux dire, tu prétends être une personne de politique. Tu viens de me dire un objectif politique. Comment vas-tu faire ça? » Il dit, « Je ne sais pas. » Je dis donc, tu lances un objectif politique et tu n'as aucune idée de comment le mettre en œuvre. Comment peux-tu prétendre être un individu responsable? Il dit, « Eh bien, tu dois juste lire mes livres. » J'ai dit, « J'ai lu tes trucs. C'est du non-sens. Ce n'est même pas une mauvaise érudition. Ça n'atteint même pas le niveau de la mauvaise érudition, à mon avis. Et ce type, il est à Stanford, qui est considéré comme une université de premier plan. Et tu sais, s'il y avait des normes d'excellence académique,
il ne serait pas dans cette faculté, à mon avis. scholarly excellence, he would not be But on that faculty as far as I'm concerned. He it's would have funny, no right to be there. that brings us back to where we C'est drôle. started, or where Cela we nous ramène à notre point de because départ, we have ou à l'endroit où nous étions we plus live tôt, in this parce que nous avons ce problème. and Nous vivons dans cet environnement de création d'informations. Et vous savez, je ne l'appellerai pas connaissance, mais un environnement de création d'informations dont les universités font partie. Et l'un des incitatifs est de simplement acquiescer à ce que dit n'importe quel type important en costume et cravate. Et ensuite, vous pourrez vous-même gravir les échelons. Heureusement, nous avons aussi, dans le journalisme et le milieu universitaire, quelques personnes qui s'opposent à cela. Mais si vous êtes un jeune scientifique, si vous êtes dans la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, vous avez un vrai problème, n'est-ce pas? C'est comme comment même progresser. You have a real problem, right? It's like, how do you even get up there? So, what is your recommendation to young scientists who Alors, actually have a quelle est votre recommandation pour les jeunes scientifiques qui ont vraiment du courage? J'ai été approché par de jeunes scientifiques et je suis très désolé de leur dire ce que je leur dis. Je leur dis essentiellement de ne pas le faire. Ils vous détruiront. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que j'ai vécu cela et ils ont essayé de me détruire. J'ai eu beaucoup de chance. Je veux dire, j'ai eu une femme qui m'a soutenu à travers vent et marée. Beaucoup de personnes qui sont lanceurs d'alerte perdent leur mariage. Et ma femme, elle m'a juste soutenu. Dieu sait pourquoi elle m'aime autant. Je ne peux pas le comprendre, mais elle le fait. Et c'est une personne d'un caractère incroyable. Mais vous savez, j'ai eu de la chance. Et puis vous savez, j'ai échappé à la hache dans plusieurs situations avant de devenir membre titulaire d'une faculté. J'étais dans une institution de premier plan. L'institution s'est attaquée à moi, mais j'avais de très bons avocats. Et cela m'a protégé de cette grande institution, le MIT, qui veut vous dire que c'est une grande institution libérale pour la vérité. Non, ils ne le sont pas. Eh bien, nous avons un très bon président au MIT en ce moment. Mais avant ce nouveau président, ces gars étaient des criminels. Et je veux dire des criminels. Ils ont menti au Congrès. Ils ont menti à toutes sortes de membres du public et au Congrès et aux décideurs du département de la Défense. Tout cela pour obtenir de l'argent pour leur institution. Ils savaient que ce qu'ils disaient aux gens était faux. Ce n'était pas qu'ils avaient tort. C'est différent. Vous pouvez vous tromper. Ils savaient qu'ils disaient des choses fausses pour obtenir de l'argent. Et, vous savez, c'était mon institution, le MIT. Et ils ont essayé de me faire quitter la faculté parce que je les ai dénoncés. Avec tout ce désenchantement à l'égard des institutions, s'il y a encore des personnes qui veulent s'y opposer, mais qui ne veulent pas non plus ruiner leur vie, y a-t-il un espace? Existe-t-il un moyen de s'opposer en silence, de rassembler des forces sans se faire remarquer? Eh bien, je pense que vous devez d'abord obtenir la titularisation. C'est ce que je dis aux gens. Obtenez votre titularisation. Et assurez-vous également de connaître des personnes qui connaissent de bons avocats, parce que la titularisation ne suffit pas de nos jours. Ces institutions ont ces contrats, et les contrats sont difficiles à rompre, à moins d'avoir un bon avocat. Sinon, ils vous diront n'importe quoi. Vous savez, je veux dire, mon doyen, laissez-moi vous dire, Deborah Fitzgerald. Salut, Deborah. Elle m'a écrit une lettre à un moment donné en disant, vous savez, chaque deuxième phrase était une violation d'un droit civil ou d'un contrat de titularisation que j'avais. Et elle était tellement stupide et l'institution était tellement laxiste que lorsque je l'ai remise à un bon avocat, l'avocat a dit, ils ont des ennuis. Pas vous. Ils ont des ennuis. Nous les avons eus sur presque tout. Et vous savez, pourquoi elle et l'institution pensaient-elles pouvoir s'en tirer comme ça? Parce que le membre moyen du corps professoral dit « Oh, vous me faites ça ». J'ai peur parce que les universitaires ont tendance à être des lâches. Ils se sentent protégés et ils parlent à tort et à travers jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une situation
où ils pourraient devoir faire preuve de courage. Vous savez, j'ai enseigné beaucoup de cours. J'avais l'habitude d'enseigner un tas de cours sur des choses étranges. J'avais ce cours que j'appelais « Technologie et politique des armes de destruction massive ». Invariablement, le cours avait un mélange très large d'étudiants. C'était en fait très amusant à enseigner. J'avais donc des étudiants du ROTC, vous savez, le corps de formation des officiers de réserve, des étudiants qui étaient dans l'armée. Et j'avais des personnes intéressées par le contrôle des armements politiques et le désarmement, et des personnes de l'industrie qui avaient travaillé sur des systèmes d'armes et qui suivaient le cours pour acquérir des connaissances, et même des officiers militaires étrangers ou des diplomates qui étaient dans l'une de ces... Vous savez, j'étais en plein milieu de toutes ces grandes universités à Boston. Et vous savez, c'était un vrai zoo. J'avais l'habitude de plaisanter à ce sujet. C'est un vrai zoo. Et c'était très amusant. Mais une des blagues que je faisais toujours en entrant dans le cours, vous savez, en y entrant, je disais, vous savez, tout d'abord, ma première déclaration aux étudiants était que vous ne devriez pas hésiter à poser n'importe quelle question, peu importe à quel point vous pensez que vous pourrez être politiquement incorrect. Et personne dans cette salle ne devrait jamais attaquer une personne qui abandonne. C'est la seule règle que vous ne pouvez pas violer. En d'autres termes, vous traiterez chaque question soulevée avec respect et vous y répondrez avec une réponse raisonnée et réfléchie. Si vous n'êtes pas d'accord, très bien, c'est bien. Mais vous devez être respectueux, raisonné et logique et apporter des faits dans votre discussion. Rien de personnel n'est autorisé dans ce genre de discussion, vous savez. Et les gens suivaient cette règle. Donc à un moment donné, il disait toujours, après que nous ayons été impliqués dans quelques débats vraiment acharnés, parce que les officiers se retrouvent toujours dans un combat différent avec les personnes qui voulaient politiquement s'en débarrasser. Et vous savez, ça a très bien fonctionné. Les gens ont suivi les règles. Et puis je dirais, eh bien, vous savez, la différence majeure entre un universitaire et un soldat est qu'un soldat n'abandonnerait jamais une position défendue sans emmener ses blessés avec lui. C'était donc mon point de vue. Et tous les étudiants riaient, y compris les universitaires, car les universitaires comprenaient de quoi je parlais. Et vous savez, c'est un problème. Il y a des chercheurs qui se lèvent. Je sais que John Mearsheimer a supporté beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il a supporté plus que moi ou moins que moi. Et je connais d'autres qui ont supporté beaucoup de choses. Mais, vous savez, Je veux dire, seulement par des informations de seconde main, on m'a dit que le contre-coup et les attaques qu'il a reçues pour son livre de 2006 sur le lobby juif, étaient immenses. Oh, je savais que cela se produisait. Oui, vous pouvez voir. Je savais que ça se passait. S'il vous plaît, allez-y, je suis désolé. Dans un sens, vous savez, l'idée que le monde académique est indépendant de la politique quotidienne est juste une de ces fictions qui doivent également être déconstruites pour les étudiants et les personnes qui s'y engagent. Parce que c'est un monde cruel si vous avez réellement une conscience que vous souhaitez protéger. Eh bien, les étudiants commettent une erreur critique. Je le sais parce que j'ai fait cette erreur en tant qu'étudiant. Vous voyez ces personnes que vous considérez, à tort ou à raison, dans certains cas c'est correct, comme des intellects de premier plan dans leur profession particulière. Cela ne signifie pas qu'ils sont des intellects de premier plan dans d'autres domaines. En d'autres termes, être physicien ne signifie pas que vous savez quelque chose sur la politique, par exemple. Beaucoup de ces gars pensent que s'ils dirigeaient le monde, ce serait beaucoup mieux. Absurdité. Ce serait probablement pire.
Mais en tant qu'étudiant, vous avez tendance à confondre le fait que certaines de ces personnes sont vraiment des intellects gigantesques dans leur domaine particulier avec le fait d'être moralement supérieurs. With being morally superior. And the moral superiority is not there. Sometimes Et la it's there, supériorité morale n'est pas là. but Parfois elle est là, parfois non. more than not, Mais le plus souvent elle n'est pas là parce que l'arrogance joue un grand rôle. plays a big role. Quand les gens sont arrogants, ils n'écoutent pas les points de vue alternatifs. Listen Ils n'écoutent to pas les alternative informations views. alternatives Do not qu'ils n'ont listen pas to apprises. alternative information that Je veux they dire, haven't si vous learned voulez about. regarder un idiot If you fonctionnel want to total, look at a laissez-moi total juste aller à un idiot fonctionnel. Regardez Anthony functional Blinken. idiot. Très bien. Let me just Maintenant, go to a functional idiot. Blinken, Look at Anthony il ne fait aucun doute qu'il est un Now, Mr. intellectuel. Blinken, Il peut écrire, there's no doubt il peut that parler he's avec une brilliant, véritable right? gravité si vous voulez changer votre voix et faire en sorte que vous sembliez vraiment Gravity, if important. you want to, change your voice and make sound like you're really important. He can do those things, but he can't. Il peut faire ces choses, mais il ne peut pas prendre une décision politique qui ne soit pas négative pendant tout son mandat en tant que secrétaire d'État. Si mon objectif était de détruire la crédibilité des États-Unis aussi fortement que possible, j'aurais à peu près essayé de faire ce que Blinken a fait. Je veux dire, tout ce qu'il a fait est un échec. Maintenant, comment est-ce possible, dites-vous? L'homme n'est pas stupide dans la définition simple de ce qu'est l'intelligence. Mais s'il est si arrogant et s'il a le défaut de caractère de l'arrogance, par exemple, John Mearsheimer est un homme brillant, mais il n'a pas le défaut de caractère d'être arrogant. He's a brilliant man, but he does not have the character flaw of being arrogant. If you talk to him and you bring up a question, Si vous lui parlez et que vous soulevez une question à laquelle il n'a pas réfléchi, il y répondra immédiatement. Il ne dira pas « Oh, vous savez, blablabla bla, » et ne se mettra pas en colère contre vous. Il poursuivra la discussion. Si vous voulez appeler cela un débat, c'est bien aussi. C'est un débat qui vise à approfondir la compréhension commune du problème que vous discutez. Il n'est pas intéressé à le gagner. Il est intéressé à accroître la compréhension générale du sujet. Et donc je le considère comme un manche. Vous savez, c'est un gars sérieux. Mais quand vous êtes, vous savez, Mike McFaul, vous savez, c'est une blague. Vous ne pouvez pas lui parler. La première chose qu'il te dit, c'est « Oh, tu me traites de stupide. » Et je dis « Non, je ne te traite pas de ça. J'ai en fait tourné autour de ça. » Il me dit « Tu me traites de stupide. » J'ai dit « J'ai jamais dit ça, Mike. Je ne t'ai jamais traité de stupide. Ce que je dis, c'est que tu es immoral. Tu es immoral parce que tu prônes des choses qui tuent des gens et tu n'as même pas fait le minimum pour comprendre ce que tu fais et les conséquences négatives de ce que tu fais. Et pour moi, c'est immoral. C'est aussi simple que ça. Mais je t'ai jamais traité de stupide. C'est tellement pathétique. C'est tellement infantile. Mais c'est pas rare. C'est pas rare du tout. Oui, non, je pense complètement que tu as raison. Et cela a aussi quelque chose à voir avec le fait que les personnes qui ne sont pas très intelligentes n'ont pas la faculté de comprendre qu'elles ne le sont pas. Et ensuite, elles continuent. Oui. C'est une question de caractère. L'intelligence est une chose extraordinairement multiforme. Je veux dire, je crois, je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas suffisamment débattu de cela avec certains de mes amis qui sont philosophes. Mais j'ai cette conviction que si vous êtes absolument sûr de vous, il y a quelque chose qui cloche. Oui, vous devriez toujours vous demander « Ai-je vraiment raison ?» Vous cherchez toujours la possibilité, même quand vous pensez avoir raison. Je veux dire, il y a beaucoup de choses que je pense vraiment comprendre. Et envisager le contrefactuel. Et si j'avais tort? Et si j'avais tort? Essayez. Envisagez cette idée, et cela vous aidera à comprendre si vous voulez rester sur cette voie ou si vous voulez vraiment en parler. Absolument.
Absolument. Mais les gens sont intéressés à faire carrière sur toutes sortes d'idées absurdes parce que beaucoup de gens n'ont pas très bien. Je me souviens d'un étudiant qui voulait faire une thèse sur l'architecture des bases militaires. C'était censé être, je n'ai pas participé à ce projet, mais j'ai dit, je peux comprendre pourquoi ça pourrait avoir un certain intérêt, mais cela me semble pas être un sujet très profond. C'est un sujet ésotérique. Mais ce n'est pas parce que c'est ésotérique que c'est profond. Les gens confondent cela. Il peut y avoir des questions ésotériques que vous posez, qui sont profondes et profondes, mais il peut aussi y avoir des questions ésotériques que vous posez qui n'ont pas vraiment d'importance dans le grand schéma de la structure intellectuelle de notre compréhension du monde. Et vous savez, d'accord, si vous voulez faire cela, vous savez, peut-être que quelque chose émergera de votre enquête intellectuelle qui s'avérera être profondément, vous savez, significatif. Et je ne suis pas contre, mais je pense qu'il y a une différence entre des trivialités ésotériques et quelque chose qui semble ésotérique, mais qui a une signification profonde et des conséquences pour une plus grande connaissance et compréhension. Et il y a un point à souligner ici, pour une étude préliminaire, ou simplement poser cette question pour amener l'étudiant à comprendre encore plus pourquoi c'est important. Ted, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation. Nous avons atteint la marque d'1 heure et j'espère vraiment que nous pourrons parler à nouveau, car ce problème... Je serais heureux de serrer à nouveau. Ce problème de l'académie est vraiment important en ce moment. C'est un problème sérieux et il s'aggrave partout. Il s'aggrave en Allemagne. Il s'aggrave en Europe de l'Est. Je ne sais pas pour la Russie et les BRICS. Je pense qu'en dehors de l'Occident, en fait, nous pourrions encore avoir un peu d'espoir. Mais en Occident, cela s'aggrave. Je n'ai plus beaucoup de conseils d'administration dont démissionner, cependant. Vous êtes libre. Je suis libre. Profitez de la liberté, et nous en reparlerons. Ted, si les gens veulent suivre vos écrits, publiez-vous encore quelque part régulièrement où les gens peuvent s'inscrire? J'ai essentiellement écrit. J'ai fait quelques petites choses pour le Quincy Institute. Ils ont ce programme Responsible Statecraft. J'ai fait quelque chose pour eux. Mais je me suis surtout concentré sur la préparation de podcasts, pour être honnête avec vous, car j'ai découvert, à ma grande surprise, c'est une déclaration honnête que je fais à ma grande surprise, que les gens s'intéressent à ce que j'ai à dire. En fait, quand vous m'avez écrit, j'ai dit que je n'étais pas sûr d'avoir beaucoup à dire. Je pense que vous avez ces communications de ma part. Donc vous savez, ce sont les autres. J'essaye juste d'être utile. Je suis heureux de savoir que les gens s'intéressent à ces questions parce qu'elles sont très importantes à mes yeux. Mais vous savez, je n'ai pas de plateforme pour cela. Qu'est-ce que je vais écrire pour une revue éducative où 5 autres personnes la lisent? Il vaut mieux parler. Substack. Publiez votre propre Substack. Publiez-vous et faites clairement savoir que c'est votre opinion, que c'est votre analyse, et ensuite laissez les gens choisir s'ils la veulent ou non. Et c'est aussi une voie à suivre. Et d'ailleurs, vous savez, je le répète sans cesse, mais la seule chose que le fait d'être gay m'a apprise, c'est que ne pas en parler aux autres ne rend pas les choses meilleures. Donc, en laissant les autres savoir que nous sommes là, que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne sommes pas d'accord avec la vague qui nous submerge, cela aide un peu, petit à petit. Merci pour votre honnêteté intellectuelle. Merci pour votre temps. Ted Postol. J'ai hâte de parler à nouveau si vous choisissez de perdre une autre heure avec moi. Nous le ferons. Nous le ferons. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Thanks a lot. Bye bye.
Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.